C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cet entretien qui précède l'apéro ULaval pour toujours, organisé dans le cadre de notre semaine thématique où le sentiment de fierté et d'appartenance envers notre université est à l'honneur. Une activité qui se veut une occasion de nous retrouver et qui met en lumière des diplômés dont le parcours nous inspire et nous rend fiers. Aujourd'hui, la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour, aura le plaisir d'échanger avec trois personnalités marquantes de notre communauté de diplômés. Ils ont tous les trois été nommés parmi les remarqués de l'Université Laval 2024, une nouvelle reconnaissance lancée par la Direction de la philanthropie et des relations avec les diplômés, dont l'objectif est de mettre en valeur une cinquantaine de diplômés qui ont reçu une distinction au cours de la dernière année. Ces personnes incarnent chacune, à leur manière, les valeurs de notre université et contribuent activement à transformer et à enrichir notre monde. En les honorant, l'Université Laval souhaite non seulement souligner leur parcours unique, mais aussi inspirer l'ensemble de sa communauté et les générations à venir. Certains de nos remarqués sont d'ailleurs dans la salle aujourd'hui. Je salue chaleureusement Marie-Pierre Saint-Hilaire, présidente de EFI par Agenda. Elle a reçu le prix MBA 2024 décerné par l'Association des MBA du Québec. Marine Keffelou, lauréate du prix Innovation de Mitax 2024, jeune pousse canadienne innovatrice de l'année en tant que cofondatrice et présidente de Calego Solutions. Et Marco Romagnoli, chercheur postdoctoral à l'Université du Québec à Montréal et chargé de cours à l'Université Laval. L'ACFAS lui a décerné le prix Relève 2024 en recherche. Je vous invite à les féliciter et merci d'être avec nous ce soir. Aujourd'hui, nos invités aborderont différents aspects de leur parcours, de leurs convictions et de leur engagement dans leurs domaines respectifs. J'ai donc l'honneur de vous présenter nos trois panélistes. Anne Marino, au centre, que vous voyez, diplômée en droit, est associée chez Fasken, où elle dirige le groupe Droit des sociétés et droit commercial, en plus de co-diriger le groupe Alimentation, Boissons et Industrie agroalimentaire. Elle a reçu le prix Leadership 2024 remis par l'Association des femmes en finance du Québec, une reconnaissance importante dans le milieu des affaires. Charles-Frédéric Ouellette, qui est parmi nous en ligne ce soir, diplômé à la maîtrise en arts visuels, est un photographe reconnu sur les scènes nationales et internationales. Il s'est illustré en 2024 au prestigieux concours World Press Photo, en plus d'être nommé artiste de l'année dans la capitale nationale par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Et finalement, Marie-Hélène Larochelle, diplômée en études et pratiques littéraires, est professeure titulaire en littérature à l'Université York. Elle est la toute première lauréate du prix littéraire Jeannette Bertrand pour son roman « Toronto, jamais bleu », un récit percutant et audacieux qui a su marquer les esprits. Trois profils différents, mais tous portés par une profonde rigueur, une grande sensibilité, une volonté de faire une différence à leur manière. Je tiens à préciser qu'une période de questions est prévue à la toute fin de l'entretien. Pour lancer la discussion, nous avons retenu quelques questions transmises lors de l'inscription à l'événement. Vous serez aussi invité à poser les vôtres directement au micro installé au bas de chaque rangée. Je vous invite donc à profiter pleinement de ce moment, à vous laisser inspirer par les réflexions et les expériences partagées et à accueillir chaleureusement nos invités. Madame la rectrice, je vous cède la parole. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez combien cet événement, mes chers, là, cette opportunité d'échanger avec des diplômés, d'en savoir un petit peu plus sur leur parcours, de découvrir des trajectoires nouvelles et différentes. Moi, je suis diplômée de génie mécanique. Alors aujourd'hui, je vais naviguer avec vous dans l'univers du droit commercial, dans l'univers de la littérature et dans l'univers des arts visuels. Alors, je suis certaine que plusieurs d'entre vous ici n'avaient pas
naviguer dans ces 3 univers-là dans votre vie. Alors, vous allez vivre avec nous une belle découverte, je l'espère. Autant que nous, on a eu le plaisir d'apprécier les parcours de nos panélistes aujourd'hui dans le cadre de la reconnaissance, les remarquer. Les parcours, et c'est ce qui est intéressant là, de cet échange-là, c'est des parcours différents, différenciés. Vous savez, quand on réfléchit à notre parcours individuel, souvent on se dit « Ah, j'avais jamais imaginé que mes études dans un tel domaine me mèneraient à tel endroit, dans un poste d'un niveau particulier ou encore dans un domaine tout autre. » Alors, moi, je peux vous garantir que quand j'étais étudiante en génie mécanique, j'avais aucune idée qu'un jour je serais rectrice d'une université. C'était pas dans mes plans à ce moment-là. Alors, visitons vos parcours. Et là, je les force un peu, là, tous les 3, à sortir de leur humilité bien naturelle, parce qu'on va leur demander de nous parler d'elle et de lui, Charles-Frédéric, de nous ouvrir un petit peu sur leur personne, leur façon de voir les choses. Alors, je commence d'entrée de jeu par vous remercier d'abord d'être là, en ligne. Charles-Frédéric, je comprends que vous êtes loin, hein? Vous êtes à Kiev, si j'ai bien compris. Kiev Oui. ou Kiev? Ok, bon, on peut s'adapter, mais on peut dire Kiev pour l'instant. Mais oui, je vous accompagne. Il est un peu tard, mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, merci de le faire. Merci d'être avec nous ce soir de si loin. Je commence en vous posant une question bien précise à chacun et à chacune d'entre vous. J'ai commencé par vous, Marie-Hélène. Vous donnez une voix aux femmes marginalisées à travers la littérature et vous êtes la toute première lauréate du prix littéraire Jeannette Bertrand. Dites-nous, là, ça a été quoi votre réaction quand on vous a appelé pour vous apprendre cette grande nouvelle-là? Une réaction de surprise. J'étais aux côtés de femmes que j'admire énormément et pour être honnête, j'avais l'impression d'être celle qui représentait la francophonie hors Québec, en me disant, c'est sûr qu'ils m'ont mis là juste parce qu'il faut mettre quelqu'un qui ne soit pas directement de Québec. Donc, d'avoir été, oui, celle sur la scène, c'était un honneur immense, particulièrement face aux magnifiques femmes que j'avais avec moi. Et de porter un prix au nom de Jeannette Bertrand, dont on parlait juste avant de commencer l'événement, qui est une femme extraordinaire avec une énergie encore aujourd'hui inspirante, fascinante. C'est un magnifique honneur à porter. Un certain poids, je me dis, il y a à la fois un moteur dans l'obtention d'un honneur comme ça, sans aucun doute. Il y a aussi un certain vent de panique après, qui peut-être que mes collègues ont ressenti aussi à la fois ce grand honneur, ce grand plaisir, et tout à coup une panique de « j'y arriverai jamais à faire mieux ou à faire autant ». Donc oui, à la fois un plaisir et une panique avec l'honneur en question. Très bien, merci. Les thèmes, parce que vous avez exploré un thème très précis pour cet ouvrage-là, mais c'est quoi les thèmes qui vous inspirent dans votre littérature? Tout ce qui dérange, tout ce qui ne plaît pas, tout ce qu'on ne veut pas voir en général, que ce soit en recherche académique ou dans les fictions. Je travaille tout ce qui est violent et qui nous fait violence. Donc, j'écris pour me déranger, mais aussi pour déranger un certain lectorat. Je n'enseigne pas et n'écris pas une littérature qui serait du divertissement, disons. C'est tout l'opposé de ça. Une littérature qui oblige à se dépasser et à plonger dans un inconfort. Ce serait ce qui explique les thèmes.
Excellent. Alors, on comprend bien le lien de votre littérature puis la reconnaissance que vous avez eue. Parce que je pense que Jeannette Bertrand a jamais voulu être dans la complaisance et la diversion. Elle cherchait, elle aussi, à mettre en lumière des sujets difficiles dans sa carrière. Anne-Marie, vous contribuez activement à façonner un environnement d'affaires plus équitable et stratégique. Puis l'an dernier, Anne-Marie a reçu le prix Leadership, qui souligne la force de son engagement et de sa vision. Alors, dites-moi en quoi ça consiste, votre travail, et puis qu'est-ce que cette reconnaissance représente pour vous? Mais donc, je suis avocate associée dans un grand cabinet, un des plus grands cabinets au Canada d'avocats, donc répartis partout au pays. Je fais du droit des affaires, donc du droit transactionnel. J'adresse, mes clients sont tous des gens d'affaires, qui est encore une communauté d'hommes d'affaires. On parle encore d'hommes d'affaires, mais je pense que le mot a toujours son poids, malgré le fait qu'il y a de plus en plus de place pour les femmes. Je suis active dans ce domaine-là depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, il y a peu de femmes qui ont autant d'années d'expérience qui sont en droit des affaires. C'est du droit transactionnel, on négocie des transactions, on agit, on fait beaucoup de rédaction, beaucoup de réflexion. Donc, c'est mon quotidien. Puis évidemment, ben, je suis très préoccupée et occupée aussi par la vie de mon cabinet, là, en ayant un rôle de leader, de m'assurer aussi qu'on fait pousser les jeunes talents, que les gens se déploient et grandissent auprès de nous en agissant comme mentor le plus possible. Donc, moi, j'aime beaucoup le contact humain, puis la communauté, puis le réseautage qu'on fait même à l'intérieur de nos propres organisations. Puis aussi, bien, avec les clients, participer à la croissance d'une entreprise, ça m'apporte aussi beaucoup une forme de reconnaissance parce que j'aime bien faire partie des décisions ou essayer d'influencer à ma manière, de par mon expérience, les décisions des gens d'affaires. Donc, cette reconnaissance-là, quand elle vous a été remise, ça voulait dire quoi pour vous, tout ça? Ou, comment vous l'avez reçu personnellement? Oui, en fait, le prix de l'Association des femmes en finance du Québec, qui est une association qui existe depuis quand même plusieurs années. Puis je me souviens d'avoir participé là, quand j'étais une jeune avocate aux activités, puis c'était vraiment embryonnaire. Puis c'est une association qui a pris beaucoup d'ampleur avec le temps. Puis qui est maintenant, notamment, là, leur saison culmine par le gala des femmes en finance, ce qu'on appelle le gala des talentueuses, où il y a des prix qui sont remis, mais qui est rendu un événement marquant de la communauté des affaires, où il y a beaucoup d'hommes qui participent, les gens sont vraiment très présents. Et donc, on m'avait approché pour que je soumette ma candidature, puis que j'avais laissé passer la date ultime de mise des candidatures en sous-marin sans trop vouloir me mettre de l'avant. L'année suivante, quelqu'un m'a rapproché en disant « Tu dois mettre ton nom dans le chapeau ». J'ai contacté une collègue au service du marketing qui me dit « Anne-Marie, tu y vas, je vais t'aider ». Et donc, elle a monté ma candidature. Puis là, ben, j'avais plus le choix. Alors, j'ai dit « Je vais y aller ». Puis ma réflexion, c'était aussi de le faire peut-être pour inspirer d'autres plus jeunes, pour dire, ben on peut y arriver, les filles, parce qu'il y a quand même du boulot derrière tout ça, mais ça se fait avec plein de gens autour de nous, puis nos équipes. Alors, pour moi, c'était une belle reconnaissance, évidemment, même comme toi, quand j'ai entendu mon nom, je voyais tous les gens autour de moi, il y avait plus de 600 personnes dans la salle, et je me disais, ben, je sais pas pourquoi moi, mais bon, je vais l'accueillir. J'ai appris ça en vieillissant, essayer d'accueillir ces choses-là. Alors, voilà. Ben bravo, bravo. Charles-Frédéric, de votre côté, vous documentez avec sensibilité des réalités humaines et environnementales. Vous faites un travail, entre autres, de photographie, ce que je comprends. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Mais vous avez été honoré en 2024 au World Press Photo, qui est quand même pas rien. Et vous avez reçu le prix d'excellence des arts de la culture et de la culture. Alors, c'est extraordinaire, on félicite de tout ça. Dites-nous, vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette reconnaissance, puis pour votre pratique artistique. On sait bien que dans le domaine des arts et de la culture, c'est aussi important. Ça met de la lumière, hein? Ça met de la lumière sur votre œuvre littéraire, ça met de la lumière sur vos œuvres photographiques. Alors, dites-nous ce que ça peut représenter pour vous dans un premier temps.
Dans un premier temps, c'est quand même quelque chose de complexe parce que le travail, surtout le travail que j'effectue en photographie, c'est un travail qui est relativement solitaire. C'est un parcours qui est un peu alambiqué aussi dans mon cas parce que je suis à la fois dans le milieu de l'information, dans le milieu des médias, je suis photojournaliste, mais ma photographie déborde, étant beaucoup plus à être diffusée dans le milieu des arts, par de multiples médiums, sous forme de livres, sous forme d'expositions, d'installations. Alors, ça prend des fois beaucoup de temps à créer des projets, à réussir à les livrer. Souvent, on porte plusieurs projets, deux, trois, quatre projets en même temps pendant un certain nombre d'années. Et au bout des fois de 4 5 ans, on dirait qu'il y a un entonnoir, on dirait que l'étau se resserre, comme c'est un peu arrivé dans la dernière année. Alors, je pense que 2023 était un peu une année où il y a eu quelque chose qui s'est cristallisé tout ensemble, là. Et puis, il y a plein de projets qui sont sortis en même temps. Alors, c'est sûr que pour moi, après un certain nombre d'années de pratique, une vingtaine d'années de pratique, ça me fait prendre un peu plus conscience que finalement, on marche dans la bonne direction. Alors, voilà. Puis vous choisissez quand même des histoires puissantes, hein? Vos sujets sont choisis avec soin. Vous voulez que la photo, comme vous dites, c'est plus qu'une photo, c'est un message que vous voulez transmettre. Comment vous les choisissez, ces sujets-là? En fait, je suis pas sûr que je l'ai choisi. Je pense que c'est une forme de sensibilité, mais c'est-à-dire que comme je prends vraiment du temps à travailler sur les projets, que j'ai besoin de m'immerger, je suis quand même une pratique qui est assez immersive aussi. Dans certains cas, dans la relation à la nature, je travaille toujours à partir de cette idée-là où l'être humain est un peu décentré. Parce qu'on a cette manière-là de voir le monde qui révolutionne autour de nous. Alors, j'essaie souvent de laisser une place beaucoup plus grande à la part de la nature, de l'environnement, des forces de la nature, entre autres, dans mes projets. Donc, je construis des récits autour de ça. L'idée, c'est surtout aussi de déployer les projets sur une multitude d'images. L'idée, c'est que l'image n'est pas contenue à l'intérieur d'une seule et unique photographie. C'est que c'est quand même un récit aussi que je raconte. Et ça prend un certain temps à ajuster, souvent un nombre d'années aussi, un retour sur le terrain pour réajuster notre regard, pour prendre un certain recul. C'est peut-être de cette manière-là. Et puis, en fait, des fois, un projet me mène à un autre. Embarquer en mer avec les pêcheurs me met après ça à aller m'intéresser à ceux qui ont exploré l'intérieur des terres au début de la colonisation. Et puis après ça, je me suis intéressé au feu parce que ça me semblait être une forme de cohabitation qui était relativement présente chez les communautés autochtones, mais aussi dans notre conception de la nature ici. Alors, je pense juste que je me laisse guider par mon instinct à un certain moment. Merci beaucoup à tous les trois là, d'avoir partagé cette, vos visions là, rapidement, puis votre façon de voir le travail. Une des choses qui est certaine, c'est que vous partagez une vision humaniste de votre action professionnelle au quotidien. Elle s'exprime de différentes façons, mais on va l'explorer un petit peu plus, cette perspective humaniste. À l'Université Laval, on a identifié des valeurs qui nous rassemblent sur la communauté. On parle d'audace, de bienveillance, de respect, collaboration, d'excellence, d'inclusion et d'intégrité. Alors pour vous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a certaines valeurs qui vous rejoignent, de certaines valeurs de l'université qui vous rejoignent. Alors j'aimerais ça vous entendre lesquelles et comment ces valeurs-là vous définissent dans votre cheminement. Anne-Marie? Ben, je dirais que mon cheminement professionnel, je pense qu'il est empreint de bienveillance, certainement. Puis évidemment, de collaboration, là, étant, on le dit, là, je suis associée, donc je ne fais pas ça toute seule. On fait partie d'un groupe, d'un cabinet qui a lui-même ses propres valeurs. Donc, je dirais clairement que bienveillance, collaboration, certainement, puis toujours avec une visée de l'excellence. Évidemment, on vend des services juridiques, on veut que ce soit les meilleurs services juridiques. Puis, tu sais, je me rappelle d'une des premières entrevues que j'avais eues à l'époque où je cherchais un stage, parce que tout le monde connaît
j'ai pas vécu la course au stage dans la mouture maintenant, mais à l'époque, c'était quand même les premières entrevues impressionnantes avec des avocats. Puis on m'avait demandé comment tu te vois, toi, dans 10 ans ou 15 ans? Puis j'avais pas de réponse autre que de dire, ben j'aimerais qu'on dise que je suis une bonne avocate. Puis je pense que c'est encore ça que je vise. Puis évidemment, pour être bonne au niveau où je suis, il faut que je sois, on va dire, excellente. En tout cas, c'est quelque chose que je vise, là. Alors ça, certainement, ça me parle beaucoup, tout en n'oubliant pas qui je suis, d'où je viens, avec les difficultés du quotidien que mes collègues ont aussi, puis le support qu'on se doit les uns les autres. Alors, c'est vraiment ce qui colle le plus, selon moi, à ma personnalité au niveau professionnel. Merci. Marie-Hélène? Ben, toutes ces valeurs se combinent, là, il y a aucun doute. Mais s'il faut en prendre une, moi, je vais prendre audace, que ce soit avec la carrière académique ou dans la pratique d'écriture, c'est le courage d'être différent, de faire différent, de se distinguer, avoir l'audace de rater aussi, de se mettre en situation de risque, au risque, je disais, de ne pas plaire ou au risque même de complètement partir dans une mauvaise direction et devoir recommencer. C'est aussi ce que les études à Laval, dès le bac, permettent d'apprendre. J'ai commencé mon bac en première année en me disant c'est très facile la littérature, je n'ai pas du tout besoin d'étudier. J'ai fini ma première session avec des C en faisant peut-être qu'il faudrait que j'ouvre un livre finalement. Donc, peut-être que j'étais un peu trop audacieuse en commençant mon bac, puis je me suis replacée en disant finalement peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à recommencer et puis à réussir un peu mieux la deuxième fois. Donc, j'ai fini par y arriver, mais ça demande une certaine volonté de dépasser le peloton. Oui, très certainement. Puis choisir la voie des études, graduer pour devenir professeur dans le domaine de la littérature, c'est difficile. J'ai cru que c'était facile, non, mais c'est très j'ai eu difficile. tort. Hein, les postes sont rares dans les universités. Alors, chapeau d'avoir persévéré. Et je pense que c'est la même chose avec Anne-Marie, hein, ce sens de la persévérance. On reviendra sur la définition de l'excellence après. Pour vous, Jean-Frédéric, est-ce qu'il y a des valeurs qu'on partage? Et si oui, pourquoi? Certainement, mais j'allais renoter la persévérance, surtout pour moi qui a un parcours qui est fragmenté. En fait, j'ai étudié la photographie il y a 25 ans de ça, puis j'ai fait des études de deuxième cycle rendu à 40 ans. Alors, l'idée, c'est quand même toujours de renouveler son regard, de ne pas avoir peur de confronter, parce qu'on bâtit sur l'échec beaucoup en art visuel. Alors, de mon expérience, ça a été beaucoup comme ça. Donc, on ne fait jamais énormément de bons coups, mais c'est l'accumulation d'échecs qui fait en sorte qu'on réussit à tracer une voie puis à confronter son regard. C'est Je dirais ça. intéressant parce que on a beaucoup de conversations sur l'excellence. Puis on se pose souvent la question, on définit comment l'excellence. Puis vous avez tous d'une certaine façon associé l'excellence à la persévérance, au dépassement de soi, à l'échec. À la fois, Marie-Hélène et toi, Charles-Frédéric, vous y avez fait référence. Et aussi Anne-Marie en disant mais je voudrais être une bonne avocate. Puis aujourd'hui, c'est fou que je m'approche de l'excellence avec une façon très humble de le dire, mais je pense que ça nous rejoint beaucoup. Dans le fond, c'est cette idée de continuer, d'avancer malgré les risques, malgré les échecs, de continuer. Vous avez passé tous par l'université. Alors là, je vous avertis, vous n'êtes pas obligés de nous dire que des belles choses sur l'université. On a tout entendu. On a des diplômés qui nous ont dit avoir adoré leur passage, puis d'autres pas avoir aimé ça, mais être très reconnaissants. Donc, la vie à l'université, c'est différent pour chaque personne. Alors, on est prêt à tout recevoir. Parce qu'on sait très bien que les expériences peuvent être très différentes. Mais parlez-nous un peu de votre expérience. Je vais commencer par toi, Jean-Frédéric.
quelle a été ton expérience à l'université, puis en quoi? Parce que j'ai compris que pour toi, ça voulait dire des études à la maîtrise ici, à l'université. Mhm. Comment ce passage-là a eu un impact sur votre cheminement? Ça a eu un impact très positif, mais je suis aussi arrivé au moment de faire une maîtrise avec une disponibilité intellectuelle, avec du temps que je pouvais m'octroyer, un temps de réflexion, puis aussi avec un certain bagage, une expérience de vie, une expérience dans ma pratique. Alors pour moi, ça a été un moment que j'ai trouvé relativement court, que j'aimerais éventuellement poursuivre plus loin. Euh, pour l'instant, bon, je suis embarqué dans beaucoup de projets qui me demandent de m'engager sur un certain nombre d'années. Alors, on va voir où ça va mener, mais pour moi, ça a été un élément déclencheur. Je sentais un certain blocage dans ma pratique, puis ça me permis, tu sais, d'utiliser ces années-là comme étant une espèce de terrain d'exploration, un laboratoire un peu pour voir si j'étais vraiment dans la bonne direction, ce que je pouvais emprunter comme nouvelle voie aussi en art visuel. Parce qu'il faut comprendre aussi que ma pratique, elle se passe souvent sur le terrain du journalisme, sur le terrain de l'actualité, mais je ne fais pas nécessairement du photojournalisme. Alors, genre, je partage le même terrain que ces gens-là, mais je vais souvent avec un pas de recul, je regarde plus en perspective les situations, je m'octroie beaucoup plus de temps aussi sur le terrain, puis c'est comme ça que j'arrive à développer des projets qui ont une certaine profondeur, si je peux dire. Merci. Marie-Hélène? Moi, j'ai fait mon bac entre 98 et 2000, puis je suis partie faire ma maîtrise, mon DEA, mon doctorat en France. Mais quand j'ai commencé le doctorat, je suis revenue à l'Université Laval et je discutais avec Roger Chamberlain à l'époque, qui a été un personnage clé dans ma carrière, disant commencer ce doctorat, puis il me dit je te conseille de faire une co-tutelle. Et c'était le tout début. Oui, c'est C'était le tout intéressant, début oui. de la co-tutelle. Donc, j'ai démarré une co-tutelle avec l'Université de Montréal, pas avec l'Université Laval, mais Roger Chamberlain a continué à m'épauler, donc avec une générosité de suivre quelqu'un qui avait gradué justement au niveau du bac et qui est resté à me conseiller. J'ai donné un cours à l'Université Laval au tout début, quand j'étais au doctorat aussi. Donc, il y a eu cet héritage, cette continuité de professeurs généreux du département de littérature ici. J'ai grandi, en fait, à l'Université Laval. Bien avant d'être dans le Deconinck, j'ai grandi dans le pavillon Vachon avec mon papa, qui était professeur de biologie, puis on discutait un peu avant la rencontre, donc qui était ce professeur qui se promenait avec les bébés oies sur le campus, les petites oies qui le suivaient, c'était mon papa. Donc, il n'y a pas de hasard pour lequel il reste un attachement profond à l'Université Laval. J'ai grandi dans le Vachon. Ah oui, puis tout à l'heure, vous me racontiez, vous parliez du plancher au Vachon, les dalles blanches et Le Vachon, dans les corridors, en tout cas au 3e étage où était le laboratoire de mon père, les tuiles sont blanches et vertes. Et les tuiles vertes étaient des crocodiles sur lesquels je sautais pour parcourir les corridors. Donc, ça fait longtemps que je suis à l'Université Laval. Mais je suis sûre que certains d'entre vous, vous vous souviendrez du professeur La Rochelle, c'est bien ça, Oui, hein? oui. Et de ces oies qui le suivaient sur le campus. En tout cas, ceux qui étaient ici à cette époque-là s'en souviennent très certainement. Toi, Anne-Marie? À l'université, évidemment, ça a forgé le début de ma carrière, les premiers pas. Puis je pense, oui, j'ai eu des professeurs extraordinaires, j'ai des beaux souvenirs. Moi, j'avais la conviction que j'aimerais faire du droit du travail, chose que j'ai jamais faite, mais je me souviens que j'avais développé un amour pour le droit du travail, mais aussi une passion pour le droit, puis la réflexion, le raisonnement juridique, qui était vraiment quelque chose qui était enseigné, puis que j'appréciais encore, que toutefois, j'ai pas tout le temps le luxe de faire parce que je rédige plus d'opinions juridiques comme on avait à faire à l'époque, mais je suis quelqu'un qui aime lire, puis j'ai une curiosité qui m'a amenée à m'intéresser à plein de sujets. Puis j'ai aussi développé, puis je pense aussi, autant oui, l'enseignement, mais aussi l'énergie des cohortes, puis des réseaux, puis des contacts qu'on développe. Puis ça m'a beaucoup nourri
de connaître, de discuter avec les gens, d'apprendre à vivre comme jeune adulte aussi, parce que c'est un peu les premiers pas dans la vie d'un adulte. Donc, pour moi, l'université m'a beaucoup apporté à cet égard-là. Puis je réfléchissais aussi en pensant à l'événement de ce soir. J'ai aussi revenu beaucoup plus tard, en 2019, m'ancrer à l'université. J'ai suivi un cours de la Faculté des sciences d'administration de Charles Baron, qui est un cours de leader authentique. Puis c'était vraiment une démarche personnelle. Évidemment, je l'ai faite je sais pas si c'était vraiment un dessin professionnel, mais c'était vraiment, à m'a donné un repli sur moi parce que j'avais fait beaucoup de réflexions un peu sur où j'étais, comment je me voyais aussi dans cet univers du monde des affaires-là, puis comment me définir là-dedans. Puis c'est un cours en tout cas, qui pour moi m'avait permis de me réancrer puis de me dire, OK, c'est correct, je suis à la bonne place, on continue. Alors, ça a été une belle expérience que je recommande. C'est intéressant, hein? C'est des expériences vraiment tout au long de la vie. On aime ça, nous, à l'université, quand vous revenez, puis vous faites un autre cours, puis que vous continuez à apprendre, parce que, évidemment, on pense que on n'apprend pas juste quand on a l'âge du baccalauréat, mais on doit apprendre tout au long de la vie. Alors, c'est parfait. Puis ces rencontres-là, on a parlé tout à l'heure, je sors un peu de mon texte, mais je voudrais un peu partager, que l'audience entende vos commentaires sur le en présence. Hein, on parlait un peu du défi de concilier présence et distance. Là. Évidemment, il y a des avantages, tout ça, mais l'importance de se rencontrer. Dans votre travail, Anne-Marie, plus facile, vous me disiez. Ben oui, parce que évidemment, à l'inverse de Charles Frédéric, nous, on travaille dans des bureaux, on a des locaux extraordinaires, puis évidemment, on est tous un peu partis chez nous pendant la COVID, puis ça a beaucoup changé nos manières de faire. Puis on réalise, puis au cours des derniers mois, on est dans une planification stratégique, puis il y a des questionnaires qui avaient circulé, là, puis sans rien révéler, mais tu sais, ce qu'on voyait, c'est que le facteur humain est très important. On parle des technologies, on parle d'innovation, d'intelligence artificielle, mais l'humain reste au centre de ce qu'on est, de nos préoccupations. Nous, comme avocats, évidemment, on veut que nos clients nous appellent pour faire appel à nos conseils puis à notre expérience. Puis aussi, bien, donc, le côté humain demeure important, énormément important. Et donc, évidemment, on favorise la présence au bureau, les échanges, les moments, comme dirait mon chum, le temps con, de passer un peu de temps dans ton bureau, à boire un café. Puis, mais c'est des choses qui sont importantes, qui créent des liens très solides, là, plutôt que simplement des présences en ligne. Alors, pour moi, c'est très important. Pour toi, Marie-Hélène? C'est évidemment, la pandémie a été le moment clé, mais à se demander aujourd'hui s'il n'y a pas une définition du confort à repenser. On a l'impression que c'est un effort de se déplacer à l'université. Enfin, dans mon université, on doit encore se battre pour aller chercher les étudiants, mais même chercher certains professeurs, les ressortir de chez eux, parce qu'on a l'impression d'être confortable chez soi, parce que ça va plus vite aussi. On peut accumuler beaucoup plus de réunions en ligne qu'en personne, mais avec l'impression que c'est plus confortable de ne pas avoir à sortir de chez soi, mais le confort a un prix qui fait qu'on perd une distance et que finalement, sans comprendre pourquoi, on se sent de moins en moins bien en étant seul chez soi. Donc oui, la nécessité de revenir de plus en plus parfois à perdre son temps, à se déplacer, à être dans le corridor, à discuter de rien d'important. Donc, qui finalement devient essentiel pour un bien-être général, mais du point de vue académique également, et des étudiants, et des professeurs, et du personnel. Donc, une impression de confort qui n'est pas toujours la bonne. C'est intéressant, ça. Vous, Charles Frédéric, vous devez conjuguer avec tout ça, là, parce que de toute évidence, le métier que vous faites vous force à être seul des bonnes périodes de temps et ensuite travailler, j'imagine, en équipe, avec des équipes qui ne sont pas toujours près de vous. Alors, comment vous arrivez à faire ce travail-là dans le contexte actuel? C'est une bonne question. J'aurais pas tendance à dire que c'est surtout l'inconfort, puisque le confort qui définit mon environnement habituel. Mais comme je m'immerge sur des longues périodes de temps,
ça me permet de reconnecter aussi avec une communauté sur le terrain. Je pense que même la communauté des arts visuels en soi, c'est un petit rhizome, puis souvent on se recroise dans des lieux. Encore hier, je croisais une artiste de Montréal qui était ici à Kiev. C'était plaisant de se rencontrer ici, de pouvoir discuter d'art ensemble, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Québec autour de ce projet photographique. Alors, à quelque part, je me sens pas isolé, malgré mon mode de vie en déplacement, mais je dirais que c'est plus un mode de vie qui est proche de la transhumance. Là, je passe un 6 mois quelque part, un 4 mois de retour chez nous, 4 ou 5 mois, et puis comme ça, je peux décompresser psychologiquement aussi. Alors, Ah, merci. C'est intéressant de voir ces modes de vie-là là, qui sont plus fréquents aujourd'hui aussi dans différents domaines. Maintenant, là, je vais aller ailleurs. Là, je vous demande, partagez avec nous un moment marquant de votre parcours. Un moment qui a eu un réel impact sur vous. Là, je vous vois réfléchir. Là, je- Ben, moi, Oui, je me vas-y. répéterai avec évidemment, quand on parlait d'obtention du prix, la raison pour laquelle on Ouais. est assis là, c'est ça qui est le moment clairement marquant récemment. Donc, je ne veux pas me répéter sur cet élément-là. Mais parlez-nous donc de votre rencontre avec Jeannette. Avec Jeannette Bertrand? Oui, Euh, Bertrand. Parce que quand même, ça a dû marquer aussi, là, pouvoir parler à cette Oui, dame. qui était donc l'événement du prix a été en deux moments. D'abord une rencontre à la Grande Bibliothèque de Montréal, puis la remise du prix le lendemain. Et Jeannette Bertrand était présente aux deux événements, dynamique dans les deux cas, drôle. Et on disait tout à l'heure la question de l'audace ou la question de dépasser certaines attentes peut-être communes. Et pendant ces événements, Jeannette Bertrand disait qu'elle avait passé sa vie à essayer d'être aimée, à vouloir être aimée, alors que on se rappelle d'elle comme étant quelqu'un qui a toujours voulu bouleverser, déranger, aller là où on ne souhaitait pas aller. Et donc, elle avait à la fois cette modestie et cette puissance d'un féminisme qui était dans l'émergence à ce moment-là qu'elle a porté, mais dans un domaine tout autre que justement qu'un domaine académique ou universitaire, qui était une façon de rejoindre le quotidien des gens. Et elle était toujours là à 100 ans pour rejoindre le quotidien des gens. C'était très inspirant. Oui. Et vous, Charles-Frédéric, à un moment marquant dans votre parcours? un moment marquant. En fait, c'est peut-être anecdotique ce que je vais dire. Un des moments marquants, ça a été autour de 2013, 2012-2013, puis je me rappelle à ce moment-là, je travaillais sur le Saint-Laurent, sur les pêcheurs, et puis je me rappelle être à bord d'un bateau, puis d'avoir une discussion avec un pêcheur, et les pêcheurs étant des hommes de peu de mots, euh, me, me faire expliquer un peu ce qu'il y avait dans l'horizon, comment la journée allait se dérouler. Et puis, je me rappelle très spécifiquement à ce moment-là, regarder la ligne d'horizon, puis regarder les nuages, puis ne pas comprendre ce que cette personne-là est capable de voir et comprendre que lui, il était capable d'activer les éléments, il était capable de voir comment la journée allait se dérouler au niveau climatique, juste en regardant les nuages, en voyant le vent qui glissait sur les vagues, en voyant comme la couleur de l'eau. Puis à ce moment-là, j'ai pris conscience en fait qu'il fallait que je modifie ma manière de photographier, puis que j'arrête de documenter les choses d'une manière descriptive, puis que je sois plus proche de l'idée du sismographe, donc que je sois capable de ressentir ce qu'ils me disent, puis le transcrire en image. Puis ça a été marquant, moi, dans ma pratique, ce moment-là. Puis je pense que ça me revient vraiment souvent à l'esprit quand je suis sur le terrain, puis je cherche des images, je sais pas comment dénouer vraiment la situation, la raconter. Oui, très intéressant. Anne-Marie? Mais j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais je vois mon associé Carl qui est là, qui est une amie de toujours, mais c'est une anecdote sans vous donner un cours de droit, puis ça revient avec l'audace, Marie-Hélène, dont tu parlais tantôt. Je me souviens, on faisait des valeurs mobilières, qui est un domaine très réglementé et complexe, puis on travaillait très fort à l'époque, quand il y avait encore plusieurs compagnies publiques à Québec.
Puis un soir, on reçoit un appel, puis fin de journée, pour un client qui nous dit, écoutez, puis là, je ne vous donnerai pas un cours de droit, mais il dit, j'ai une transaction pour vous, oui, un overnight bot deal. Fait que là, on dit, OK, parfait. Vous connaissez ça, là, ça, vous, Alors, on overnight raccroche le bot téléphone. deal. Le premier mot dit overnight, ça veut dire qu'on va travailler ce soir. Ouais. Le deuxième, après, on dit, savez-vous ce que c'est? On dit non. Alors, mais donc, l'audace a été de dire, ben, on va le faire, puis On va trouver. allons-y, puis on y est arrivé dans un temps record avec, évidemment, moi, je lisais la loi, là, j'avais un immense livre bleu, tout le monde en parle encore, mais je le lisais de manière expéditive pour comprendre, parce que c'était dans ces premières transactions-là qu'on faisait je pense qu'il n'y en avait jamais eu, peut-être quelques-unes au Québec, mais à Québec, certainement aucune. Donc, on a appris à vitesse gravée. Mais ceci pour dire que c'est pas tant cette transaction-là que la façon d'y croire, puis d'y faire, puis l'audace, puis des fois de sauter dans le vide. Je pense qu'au cours de ma carrière, j'ai eu à le faire plusieurs fois, prendre des décisions sans plus ou moins de filet. Puis moi, je pense que c'est ça qui fait peut-être une différence aussi dans un parcours d'avoir été capable de temps à autre d'y aller, puis de foncer. Puis donc, ça s'entrecoupe un petit peu. Ben moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous partagez. Puis, si vous êtes là avec les honneurs que vous avez reçus, il y a une reconnaissance de ça aussi, de votre capacité à vivre ces moments-là intenses, puis à sortir de vos zones de confort et à faire des choses que d'autres n'auraient pas fait. Et je pense que c'est ça qui est reconnu dans vos parcours. Parlons de ce qui vous différencie maintenant. Vous vous êtes tous les trois démarqués dans des domaines extrêmement compétitifs. La littérature, c'est pas facile. Le droit, c'est très compétitif. Les arts visuels, tout autant. Donc, des domaines où faire sa marque, c'est quand même pas si simple. Alors là la question n'est pas facile, parce que là, je vais vous poser une question. Vous allez devoir laisser l'humilité un peu de côté. Selon vous, qu'est-ce qui vous distingue ou vous rend unique dans votre milieu? Alors, je sais, là, je me disais, moi, si on me posait la question, je serais pas capable de répondre à ça, mais vous êtes capable, je suis sûre. En un mot ou deux, ou ce que les gens disent de vous, tu sais, c'est peut-être plus facile de l'exprimer comme ça. Ils disent de vous que vous êtes distinctif d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'on dit de vous? Bon, Marie-Hélène? Je vais le tourner à la blague. Je vais m'en échapper. Quand mes romans sont traduits en anglais, ils mettent un trigger warning en introduction. OK. Disant, on travaille donc sur avortement, violence aux femmes, violence aux enfants. Donc, il y a tout le trigger warning bien affiché. Pas en français, Okay. En anglais. Et les cours que je donne à l'université sont des cours sur la violence, le monstre, la subversion, l'horreur en littérature. Donc, mes étudiants font c'est très bien les cours, mais ça va peut-être pris un trigger warning en début de parcours. Donc, je pense que mon gilet est trop serré. Mais ce qui me distingue, je l'ai tatoué, trigger warning. Donc, qu'est-ce qui me distingue? Je suis dangereuse. C'est clair. Vous êtes avertis. Voilà. Ah, j'aime ça. C'est très bien. Et toi, Anne-Marie? Ben, moi, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose. Toi, tu l'as-tu tatoué? J'ai fait ça. Mais non, mais attends, il paraît que c'est la définition du nouveau luxe de ne pas tatouer. Parce que, non, mais ceci dit, je ne vois pas ce qui me distingue, mais c'est drôle, j'en parlais aujourd'hui, je me dis, ben là, qu'est-ce que je vais répondre? Quelqu'un m'a dit, écoute, Anne-Marie, puis tantôt, il y avait Anne-Marie Laflamme qui était là, mais elle a dit, t'es un modèle. Mais tu sais, je me définis clairement, je me sens clairement pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui me suis levée tous les matins pour aller travailler, puis j'ai élevé 3 enfants. Mais bon, les années semblent vouloir dire qu'il y a peu de femmes qui ont autant de longévité dans la pratique privée, qui ont été capables de conjuguer tout ça avec des enfants, puis un semblant de vie personnelle quand même, et un équilibre, je pense.
Puis c'est ce que j'essaye aussi d'insuffler aux autres en disant, ben on peut y arriver, tu sais, donnez-vous les moyens d'y arriver, mais c'est passionnant. Puis je pense qu'il faut être passionné, puis pas oublier, comme je disais tantôt, d'où on vient, ni les autres, en restant humain. Puis pour moi, c'est important cette combinaison-là. Alors, c'est peut-être ça qui me distingue. Tout à fait, tout à fait. Et toi, Charles, Frédéric, vous, je Euh, navigue entre le toi et vous, là. on peut, Désolée. on peut me tutoyer, c'est très correct. Je pourrais dire peut-être un engagement qui frise l'acharnement. Euh, pour moi, même la pratique photographique ou même les études, ça, c'est quelque chose qui a été facile pour moi dans la vie. J'ai vraiment un parcours où j'ai toujours travaillé très fort pour réussir à arriver à mes fins. Et donc, j'ai appris cet acharnement-là pour arriver à mes fins, pour me satisfaire. Et puis je pense que ça paraît aussi dans la pratique. Souvent, je ne veux pas dire que je vais un peu trop loin, mais c'est le fait d'aller juste un peu plus loin par moment qui fait la différence dans l'engagement avec un sujet. Alors, c'est là où est-ce qu'on est capable juste de rehausser notre sensibilité au vivant. Oui, oui, oui. Ah, c'est très intéressant. Vous avez réussi avec brio, hein, cette question, hein, pas simple du tout. Mais on a bien saisi ce qui vous distingue et la façon bien à vous de développer cette distinction-là et de la mettre au service des autres, hein, comme vous l'avez exprimé. En parlant du service aux autres, j'aimerais ça vous entendre sur une facette importante. Maintenant qu'on a tous bien établi que vous êtes des modèles inspirants pour nous, très clairement, mais certainement pour la relève aussi. Qu'est-ce que vous diriez à votre relève euh, en quelques mots, là? Quel serait le message, l'apprentissage que vous partageriez ou que vous partagez même peut-être déjà avec des gens qui vous interpellent, qui disent, moi j'aimerais ça suivre vos pas. J'aimerais vous m'inspirer. Alors, qu'est-ce que vous leur partageriez? Je vais commencer par vous, Charles-Frédéric. Aïe, aïe, aïe. Ben, en fait, je côtoie beaucoup de générations sur le terrain, dans les arts visuels, comme sur le terrain journalistique. Alors, j'ai beaucoup plus tendance à me nourrir des nouvelles visions et des nouvelles manières de faire que de vouloir être professoral là, dans mon approche avec eux. Euh, Si les gens sont intéressés par mon travail, je suis tout le temps content de pouvoir expliquer les maillages de la réalisation d'un projet, mais je pense que j'ai très peu à transmettre et beaucoup à apprendre encore. Alors, je réponds pas tout à fait à votre question, je l'ai renversée en Ben fait. oui, ben non, mais je pense que. Ben en fait, c'est une excellente réponse parce que je pense que souvent, c'est ce qu'on pense aussi, c'est de dire aux gens, vous n'avez pas fini d'apprendre. Mhm. Ah, on n'a pas fini d'apprendre. Euh, Anne-Marie? Ben, comme je disais, j'essaie d'insuffler la conviction je veux dire aux jeunes femmes, mais à tous Oui, mes oui. jeunes collègues aussi, qu'on est capable puis qu'on peut y arriver. Euh, Puis moi aussi, j'aime bien, ce que j'aimerais peut-être en vieillissant, c'est de devenir une espèce de mentor, puis d'essayer de dire, ben, de supporter les gens. Mais moi aussi, j'ai encore beaucoup à apprendre. Puis quand on dit on vise l'excellence, on n'y arrive jamais, en tout cas à mon sens. Alors ça aussi, je partage tout à fait ce que Charles-Frédéric dit à ce sujet-là. Mais j'ai pas un mot clé à dire qu'est-ce que je voudrais apprendre. Mais si je Non? peux aider, ça va me faire grand plaisir. Marie-Hélène? Mhm. Euh, ben, la question de la transmission, comme professeur d'université, c'est évident que c'est la chance qu'on a au quotidien de rencontrer les générations après les autres en essayant de leur faire, de leur transmettre quelque chose. Mais je suis aussi la mère de 4 enfants qui considèrent que je n'ai rien du tout à transmettre. Mais si dans cet esprit-là, je dirais que la définition, on parlait d'excellence, définition de l'excellence ou définition de la réussite, elle n'est pas toujours celle qu'on pense. Fait dire qu'il faut que j'arrête de parler, c'est ça? Non, non. Que
et particulièrement, j'ai l'impression dans les nouvelles générations, s'attendent à ce que la réussite ou l'excellence soit rapide, immédiate et satisfaisante dans l'immédiateté. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Et la réussite n'est pas que dans l'immédiateté. On a commencé en parlant d'échecs. On est ici pour supposément célébrer des parcours et on répète le terme d'échec. La réussite, c'est d'être passé par-dessus des échecs et d'avoir persévéré. C'est pas d'avoir réussi du premier coup en étant doué dès le départ et en s'attendant à ce que tout roule tout seul. Voilà, c'est ça la transmission. C'est un beau message. C'est un beau message, hein? Je pense qu'on a du temps pour les questions aussi du public. Moi, j'en ai posé plusieurs, mais vous en avez peut-être certainement à poser. Absolument. Pendant que celles et ceux, justement, qui vont peut-être s'avancer pour poser des questions, on en a une qui nous est venue lors de l'inscription à l'activité, et elle va comme suit. Quelle place occupe la planification dans la réussite de vos projets? Est-ce que la structure, l'organisation au quotidien occupe une place primordiale ou il y a beaucoup de place à la créativité dans votre façon de mener des projets à terme? Intéressant. Alors, qui se lance? Vas-y. Moi, j'aimerais vous dire que tout est planifié puis que je passe beaucoup de temps à planifier, mais non. C'est quand même non. Je pense que justement, c'est peut-être une. Je pense que c'est de naviguer dans le chaos un peu. Tu sais, très souvent, on commence notre journée en disant avec la liste A, B, C, D, E, mais ça se termine, c'est autre chose. Alors, il y a ça aussi, une capacité de s'adapter aussi qui fait qu'on est capable de survivre parce que d'être trop dans une rigidité, ça pourrait pas fonctionner. Il suffit d'un coup de téléphone puis tout déraille. Puis je dois dire aussi que, tu sais, mes deux co-panélistes, j'étais un peu, comment dire, intimidée d'être avec vous deux qui êtes des grands créateurs. Là. Je me dis, moi, c'est pas très créatif mon métier, mais j'aimerais ça vous entendre sur le même sujet. Oui, bien, vas-y, Marie-Hélène. Oui. En fait, à la fois, ça demande énormément d'organisation, puis ça demande de l'organisation pour créer le moment de liberté, ce qui est assez paradoxal, mais autant je peux être très organisée pour tout ce qui est académique, organisation du temps. Le problème avec ce qui demande la création, c'est que je ne peux pas juste placer 2 heures ici en disant « Ah, j'ai 2 heures, je vais écrire. » Et puis après, je ferai autre chose. Parce que parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et personnellement, j'ai besoin de savoir que ça peut ne pas fonctionner, mais que demain, j'aurai du temps. Donc, c'est là que de placer avec un horaire de professeur d'université les espaces de création me demande parfois des sessions, je dois le faire, des sessions d'été, les sessions où il y a moins d'enseignement, année sabbatique. Ça ne peut pas être placé, je peux placer du travail d'université, d'administration, 3 heures ici, 3 heures là, mais écrire un roman 3 heures, c'est pas possible. Donc, parfois, ça fonctionne bien, puis parfois, pas du tout. Donc, ça demande de la planification pour créer la liberté. Voilà. Et là, vous deux qui avez des enfants, là, 3 et 4, c'est ça? Ça prend un peu de planification quand même. Ça prend un peu de planification. Oui, un peu, hein? Mais ils sont très bons pour tout déplanifier ensuite. Oui. Excellent. Alors, Charles-Frédéric? Ben, j'irais dans le même sens, en fait. Moi aussi, c'est énormément de planification, d'organisation pour être capable de m'allouer ce moment-là où la sensibilité va reprendre le dessus. Et puis, ben, c'est comme n'importe quoi, c'est un peu la règle du 80-20 qu'on s'amuse souvent à dire. Donc, ça prend 80% d'espace là, de notre temps global pour organiser le travail. Puis après ça, il y a un 20% alloué à la création, mais qui nous donne l'impression que c'est 80% du travail qu'on réalise là. Dans mon cas, c'est un peu ça. J'ai passé les dernières semaines ici en préparatif pour des reportages, pour des histoires, pour m'allouer une phase de temps sur le terrain et puis me permettre d'avoir une latitude complète là, au niveau du traitement des sujets. Merci. Est-ce qu'il y a des questions qui proviennent de la salle? Sinon, je
vais vous en poser une autre qui provient du public qui nous a été transmise en amont. Comment voyez-vous la place de l'IA dans votre travail maintenant et dans le futur? La place de quoi? La place de l'intelligence artificielle dans votre travail et est-ce que et en sous-question, croyez-vous que l'intelligence artificielle représente une menace pour la sensibilité et l'humanité dans votre travail, le côté humain? Une question importante. Qui se lance? Est-ce Vas-y, que Charles je peux me Frédéric. lancer? Oui. C'est peut-être pas le premier changement de paradigme que je vois, comme beaucoup de gens aussi. Moi, quand je suis arrivé dans le milieu de la photographie, il y a eu une grande transition vers l'univers du numérique. Ça a été déstabilisant à cette époque-là. Je pensais que le milieu allait s'effondrer. On est passé au travers. Dans mon cas, tu sais, je le vois pas comme une menace. Je le vois beaucoup plus comme étant un nouveau champ d'exploration qui touche moins à mon type de pratique, mais qui me facilite la tâche pour plein d'autres éléments aussi de recherche. Pour de la traduction des fois dans des langues autres, avec des gens que je rencontre, avec qui je suis pas capable nécessairement tu sais, d'ouvrir la discussion. Tu sais, ça me permet d'avoir accès à des outils qui sont alimentés par l'intelligence artificielle qui peuvent m'aider sur le terrain. Mais dans la photographie, bon, je suis très peu préoccupé par ça. Merci. Marie-Hélène? À l'université, oui, c'est clair qu'en particulier dans des domaines comme la littérature, ça demande de repenser complètement notre façon d'évaluer. Évaluer une dissertation, je suis revenue à une évaluation sur papier, je ne peux plus le faire à la maison. C'est dommage dans une certaine mesure. Après, ça demande de repenser d'ailleurs complètement en disant est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui de savoir écrire une dissertation ou est-ce qu'il y a d'autres façons d'évaluer la pensée critique? J'ai passé, comme tous à l'université, beaucoup de temps à réfléchir à d'autres formes d'évaluation, trouver quelques solutions, mais en tout cas, ça oblige à réfléchir 2 fois plus de notre part pour contourner le problème. Mais au niveau de la création, de même, pour l'instant, ça me touche pas ou m'inquiète pas. L'aspect créatif n'est pas encore ni influencé ni trop touché par ça. Mais mais à l'université, oui. À l'enseignement, oui. Ça, c'est un peu un cauchemar. Oui, c'est un vrai grand défi. Je dirais, pour nous, c'est encore un point d'interrogation. Puis évidemment, ça me ramène vers l'excellence. Évidemment aussi que l'intelligence artificielle, pour l'instant, reste à parfaire, mais est quand même hyper puissante. On en parlait justement à l'heure du lunch, on avait une réunion d'associés où on se pose beaucoup de questions dans les bureaux d'avocats, dans la communauté, même au niveau de la formation de nos jeunes juristes. Est-ce que ça va venir impacter le nombre d'embauches? Puis l'autre élément dont on parle souvent, donc je reviens à l'excellence, nos clients nous appellent souvent pour avoir des conseils. Ça peut être facile de dire « je vais y penser, je te reviens », mais de plus en plus, puis évidemment, ça va être encore plus dans le futur, les gens vont déjà avoir consulté l'IA avant de nous appeler. On ne pourra plus surfer. Alors, je pense que ça va prendre des conseils clairs, précis et excellents qui vont faire qu'on va perdurer, mais je crois qu'on garde notre rôle, puis d'autant plus, on revient toujours au fil conducteur des relations humaines, vont être encore plus importantes, la manière de livrer les messages. Alors, donc, voilà mon point de vue là-dessus, mais plein de points d'interrogation, évidemment. Merci. Caroline, question? Oui, allez-y. Oui, Caroline, donc merci d'être là. Je suis dans l'équipe de philanthropie. Marie-Hélène, vous avez parlé tout à l'heure que réussir, c'est pas réussir du premier coup. Moi, j'aurais envie de vous poser la question suivante. De quelle épreuve ou de quel échec avez-vous appris le plus? Wow! Pourquoi? De quel échec j'ai appris le plus? J'essaie de tourner ce qui peut être dit devant le public. Je vais laisser les autres répondre, puis je vais y réfléchir. Tout à coup, il y en a beaucoup qui ne se disent pas devant le public.
En fait, c'est vrai hein, qu'on vit toutes sortes de petits et grands échecs qu'on ne partage pas nécessairement, mais qui viennent nous définir plus tard de différentes façons. Est-ce que vous avez des exemples, Charles-Frédéric, de ça, Anne-Marie? Les échecs. Ben, peut-être mon premier livre. Mon premier livre où est-ce que je me suis lancé dans une aventure d'édition. Puis j'ai tendance à être assez perfectionniste et à vouloir être capable de comprendre toutes les étapes de l'édition à l'impression. Et je pense que ça avait été un bon défi personnel. Je le considère comme un échec parce que je considère pas avoir réalisé un ouvrage à la hauteur de mes attentes à l'époque. Mais je pense qu'il a juste fait avancer la cause de l'impression du livre photo au Québec à cette époque-là, avec des collègues autour. Et puis on dit souvent en photographie, ça prend trois livres pour en faire un bon. Alors, après ça, rendu au troisième, j'étais en connaissance de cause. Et puis après ça, j'ai pu m'orienter un peu plus vers la direction éditoriale aussi, accompagner d'autres photographes au niveau de la publication de leurs ouvrages. Alors, je pense que ça, c'est un échec qui s'est transformé en quelque chose de bénéfique. Ben, je pense que c'est ça, hein. On utilise souvent le mot échec, c'est un mot qui est dur pour les humains parce que finalement, l'échec, c'est une expérience, hein. C'est une expérience Mhm, qui nous force à réfléchir, à reprendre, à imaginer la suite, puis à se relever, hein, d'une certaine façon, mhm. parce que on, on- il y a des déceptions autour de cet événement-là. Puis je pense un peu ce que vous racontez. Puis vous avez appris, c'est un moment où on apprend vraiment hein, Tout à fait. d'un événement particulier. J'ai peut-être trouvé un exemple OK, qui se on dit a devant donné, le on a public. gagné assez de temps. Oui, j'ai gagné assez de temps pour réfléchir à lequel parmi mes échecs. Justement, après avoir quitté l'Université Laval, je suis partie faire ma maîtrise à Bordeaux, qui était à l'époque 1 an, puis il y avait un DEA. J'ai fini ma maîtrise et mon directeur de maîtrise m'a dit « Ouais, vous êtes ambitieuse et tout. Vous savez que ce que vous me produisez là, c'est à peu près un B. C'était un A que vous vouliez. Il va falloir recommencer la maîtrise. Il va falloir que vous réécriviez le mémoire. » J'ai réécrit le mémoire en quelques mois, redéposé le mémoire qui a fini avec un A. J'ai fini avec ce mémoire et le directeur en question à Bordeaux me dit « Et au fait, vous savez qu'avec l'accent que vous avez, vous ne serez jamais professeur d'université. » J'ai fait « Très bien, on verra. » On verra. On verra. Ça s'est bien fini, cette histoire, hein, finalement? Mais c'était au sens de, c'était un gros coup, c'était une grosse critique, et c'est là-dessus que, c'est ça que je disais au début, que finalement, je me construis mieux sur, ah oui, tu peux pas faire ça? Ben attends, je vais y arriver dans ce cas-là. Que sur la récompense, ça, c'est plus difficile à construire. Vous êtes quand même jeune pour avoir vécu ces moments-là. Pas tant que ça. Je suis pas si jeune Non, que ça. mais il y a eu une époque où les femmes ont systématiquement reçu des messages comme ça, hein, qui leur disaient qu'elles ne pouvaient pas être à la hauteur pour toutes sortes de raisons. Et encore, ça vous est arrivé, ça fait réfléchir. Anne-Marie? Ben, vous avez parlé d'épreuves ou d'échecs, puis là, ben, c'est très personnel, mais en même temps, c'est quelque chose qui, je pense, qui m'a façonné au fil du temps. Là. On ne parle pas d'un échec, mais d'une épreuve qui est devenue une richesse. Moi, j'ai un de mes garçons qui est né avec malade, plusieurs hospitalisations. Ça a duré plusieurs années, évidemment, puis qui est un enfant différent. Et donc, apprendre à vivre avec la différence, je pense que ça m'a permis de mettre en perspective beaucoup de choses dans mon monde d'excellence et de performance. Puis je pense que ça m'a aussi permis de mettre en place mes valeurs puis poursuivre mon parcours à ce niveau-là. Puis ben, donc, c'est ça. Donc, je parle plus d'épreuves que d'échecs, mais c'est quelque chose qui nous façonne puis qui nous ouvre aussi à plein de choses. Alors, je pense que c'est ça qui nous définit beaucoup dans la vie, c'est ces épreuves, ces défis-là. Les choses qu'on peut considérer comme ratées parce qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'on souhaite ou ce qu'on aurait souhaité, mais au bout du compte,
c'est la force de vouloir continuer. Vous êtes des beaux exemples pour nous. Vous avez partagé de façon généreuse ces belles idées. Alors, je veux, au nom de toutes les personnes ici réunies, je sais qu'il y a des membres de vos familles, des personnes qui vous sont chères, qui sont dans la salle, vous dire merci. Merci d'être là, fiers diplômés de l'Université Laval. Pour nous de l'université, de vous savoir là, de savoir que vous avez pris le temps d'être là, de partager vos parcours, c'est un énorme cadeau parce que vous savez, c'est que la mission, la grande mission de l'enseignement, de la recherche, c'est ce qui nous anime à tous les jours, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour que des générations et des générations aient des expériences les plus positives possibles et puis qui vont permettre à chacune de ces personnes de se trouver, de se découvrir, de s'accomplir. Alors, merci d'avoir été là et d'être des exemples très inspirants pour nous. Charles-Frédéric, on va lever un verre en votre santé ici dans quelques instants. Mais encore une fois, merci. J'imagine que vous allez penser au dodo très prochainement. En effet, oui, mais merci. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Alors, profitez-en. Merci et merci tout le monde. Oui, merci à... Avant de vous laisser aller, je tiens à remercier infiniment Madame la rectrice pour avoir mené cette discussion de ce soir avec esprit et doigté. Au nom de l'Université Laval, un immense merci à vous, chers panélistes, Marie-Hélène, Anne-Marie, Charles-Frédéric, pour votre présence généreuse et pour votre façon de briller ici comme ailleurs. Grand merci à vous tous et toutes présents ici dans la salle pour votre participation et votre écoute. C'est un bonheur renouvelé de vous rencontrer lors de nos activités. Je vous invite maintenant à poursuivre les échanges dans une ambiance conviviale pour le cocktail présenté par notre partenaire La Personnelle à l'Atrium Jean-Guy Paquette au rez-de-chaussée. Bonne fin de semaine ULaval pour toujours et bon cocktail. Merci. Merci à vous.